Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une autre maladie grave, souvent mortelle, qui a fait beaucoup de bruit depuis sa découverte. Il s'agit du virus de l'immunodéficience humaine au sida. Le VIH, c'est une infection par le virus qu'on appelle virus de l'immunodéficience humaine, et le sida, c'est l'acronyme d'une maladie qu'on appelle syndrome d'immunodéficience acquise. Alors d'abord, il faut expliquer un peu de quel agent pathogène, de quel microbe il s'agit. L'agent responsable de la maladie est un rétrovirus à ARN appelé VIH, identifié pour la première fois en 1983 par des équipes françaises, des équipes de Montagnier, des équipes américaines, des équipes de Gallo. Alors la particularité de ce virus, qui est très méchant, c'est qu'il attaque surtout ce qu'on appelle les lymphocytes T ou CD4, qui sont responsables de l'immunité cellulaire. Ce sont des cellules qui jouent un rôle très important pour la lutte contre les infections microbiennes, mais lorsque le virus s'attaque à ces cellules, il va les détruire et de ce fait, il se produit une fragilité, une vulnérabilité de l'être humain à la maladie. Donc ça entraîne une diminution de la capacité de défense immunitaire de l'organisme qui le transforme à une proie facile aux agressions microbiennes et aussi aux proliférations tumorales. Par ailleurs, et ça c'est très important, lorsqu'un individu a été en contact avec un microbe, par l'intermédiaire de l'antigène de ce microbe, il va fabriquer des anticorps pour lutter contre ce microbe. Or, dans le sida, les anticorps induits par le virus ont un pouvoir protecteur très faible. Et de ce fait, l'infection par le VIH va durer toute la vie. Il y a une coexistence à la fois de l'antigène et des anticorps sans que le virus soit éradiqué. Il existe actuellement deux types de virus qu'on appelle VIH1 et VIH2 et plusieurs sous-types. Il est inutile de rentrer dans la classification de ces différents groupes et ces différents types. Et il faut souligner un autre élément important, le fait qu'il existe plusieurs variantes antigéniques de ce virus rend la mise au point d'un vaccin encore très difficile. Jusqu'à présent, on travaille sur le vaccin, mais on n'a pas encore pu mettre au point ces vaccins. Alors, quels sont ceux qui vont héberger ce virus, qu'on appelle couramment le réservoir du virus? Il faut souligner ici que la maladie est strictement humaine. Contrairement, par exemple, au virus Ebola, où la maladie se transmet des animaux à l'homme. Ce sont donc uniquement les malades et les porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas de signes, qui constituent le réservoir habituel le plus important de la maladie. Alors, quelles sont les sources de contamination? Comment on se contamine par le VIH? Alors, les sources de contamination, ce sont essentiellement et en premier lieu le sperme, donc la voie de contamination va être essentiellement sexuelle, les sécrétions vaginales, donc ça fait toujours transmission sexuelle, le sang, bien que le virus ait été isolé au niveau de la salive, au niveau des urines, de la sueur et du lait maternel. On donnera quelques explications concernant ces modes de transmission, tout en soulignant qu'il n'y a strictement aucune transmission par voie digestive et donc aucune transmission par les aliments.
Alors les modes de transmission, il est important de bien connaître les différents types de modes de transmission pour savoir comment se prévenir contre cette maladie. La première voie de transmission ou mode de transmission, c'est une transmission sexuelle. C'est le mode prédominant. C'est pour cela que le sida est appelé aussi IST, infection sexuellement transmissible, ou MST, maladie sexuellement transmissible. C'est le mode de contamination le plus fréquent dans le monde, plus de 80% de contamination. En Afrique, il représente plus de 90% des modes de transmission. Il y a le mode hétérosexuel et le mode homosexuel. Il faut souligner que le mode hétérosexuel est 2 fois plus important dans le sens homme-femme, ce qui explique en partie le taux de prévalence plus élevé chez les femmes et leur contamination à un âge très jeune. Deuxième mode de transmission, c'est la transmission par le sang. La transmission par le sang, c'est essentiellement au cours des transfusions sanguines, mais ce mode a été énormément réduit du fait et grâce au dépistage préalable des donneurs de sang. Et donc les pays qui ont instauré des mesures de contrôle des donneurs avant la transfusion ont réduit énormément ce risque. Il y a un petit risque résiduel qui reste à cause de ce qu'on appelle la période résiduelle ou pré-sérologique de l'infection. Et parfois, il y a des laboratoires, surtout les pays en voie de développement, où les tests de dépistage ne sont pas très fiables. Alors, contamination aussi par le sang à travers les aiguilles ou les instruments tranchants contaminés, mal stérilisés. Ceci se produit plus particulièrement au niveau de l'hôpital ou chez les homosexuels qui vont échanger les seringues. Et donc, une autre voie de contamination par le sang qui est fréquente dans les pays d'Europe et d'Occident, c'est la toxicomanie par voie intraveineuse. Et enfin, le dernier mode de transmission, il est vertical, périnatal, c'est-à-dire de la femme enceinte, infectée, à son nouveau-né. Cette transmission s'observe essentiellement lors du troisième, disons, à la fin de la grossesse, au dernier mois de la grossesse et au moment de l'accouchement. Mais là aussi, avec le traitement préventif des femmes enceintes infectées par les médicaments antirétroviraux, on a diminué énormément ce risque de transmission. Alors, autre chose importante que le grand public doit connaître, c'est qu'un certain nombre de choses ne sont pas des risques de contamination. C'est ainsi que ne sont pas source de contamination les gestes de la vie quotidienne, le fait de dire bonjour, d'embrasser, faire une accolade à une autre personne, la piscine ou le bain mort en contact avec les personnes infectées, l'eau et les aliments ne transmettent pas le virus, les voies aériennes supérieures non plus, l'accolade ou le simple baiser, la piqûre d'insectes, donc tous les gestes de la vie quotidienne ne transmettent pas le virus. Sur le plan de la réceptivité, c'est-à-dire les personnes qui sont vulnérables à ce virus, l'infection, puis le sida maladie atteint surtout les personnes ayant des comportements à risque. Ça, c'est très important à souligner. Ce sont surtout les personnes qui ont des comportements à risque qui sont les plus exposés. Il faut citer parmi eux les homosexuels, les prostituées des deux sexes, les toxicomanes intraveineux, les polytransfusés. Ils n'ont pas de comportement à risque, mais du fait, par exemple, les hémophiles qu'on est obligé de transfuser régulièrement sont exposés à risque, mais ils ne font pas partie des personnes
qui ont des comportements inacceptables. Et aussi, les jeunes, il faut le dire, sont beaucoup plus exposés que les personnes âgées. Donc, le sida, comme toutes les infections sexuellement transmissibles, constitue un facteur de risque pour le sida. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a déjà une infection sexuellement transmissible, elle est beaucoup plus exposée à attraper le virus du sida. On dit que les IST constituent le lit du sida. Chose très intéressante, c'est que de nombreuses études ont signalé que la circoncision diminue énormément le risque de transmission du virus chez l'homme. Donc, en conclusion, on peut dire que les rapports sexuels non protégés, y compris avec les personnes ayant un statut inconnu, et ça c'est très important, les rapports multiples et répétés avec des partenaires particuliers, certains partenaires, plusieurs partenaires, plus particulièrement les prostituées, constituent un facteur de risque important. Alors, quels sont les principaux symptômes de la maladie? Il serait difficile de les décrire, mais très brièvement, les signes de sida sont en fonction du stade de la maladie. Au stade de l'infection, il y a une immense dépression des cellules lymphocytes CD4 dont on a parlé tout à l'heure. C'est un mécanisme physiopathologique assez complexe. À ce stade de l'infection, on voit apparaître ce qu'on appelle des affections microbiennes, des viroses, des affections bactériennes, mycobactériennes, parasitaires, mycosiques, etc. C'est ce qu'on appelle les infections opportunistes. Pourquoi opportunistes? Parce qu'ils vont profiter que l'organisme du sujet est très vulnérable, qu'il se défend très mal, pour donc attaquer cet organisme. Et donc, au stade précoce de l'infection, seuls les germes les plus agressifs vont pouvoir s'exprimer. Essentiellement la tuberculose, qui va constituer une des principales infections opportunistes, les infections pulmonaires à pneumocoque, parmi les plus importantes. Et un stade plus avancé, tous les autres germes, même les moins banaux, les moins méchants, vont pouvoir se manifester et entraîner des complications. Et bien sûr, une fois la maladie bien installée, apparaissent des infections très sévères avec des complications et parfois même des cancers. Comment maintenant, ou du moins, quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de la maladie, qui augmentent la vulnérabilité de la population au VIH? Deux grandes catégories. Il y a tout ce qui constitue les déterminants individuels liés au comportement des personnes, lesquels comportements sont conditionnés par les connaissances. D'où la nécessité, là aussi, de l'information, de l'éducation, de la communication. Deuxièmement, il y a les déterminants socio-économiques, plus particulièrement macroéconomiques, communautaires et de l'environnement social. Au niveau, et ça c'est pourquoi j'insiste, parce qu'il faut connaître ces facteurs favorisants pour pouvoir faire une bonne prévention. Au niveau des connaissances, souvent il y a une confusion entre information scientifique et rumeur. Les gens manquent d'informations sur les moyens de prévention disponibles, sur les prestataires de services. Souvent ils n'ont pas confiance dans les services de santé publique. Ils vont faire appel à d'autres moyens. Au niveau des attitudes, il faut souligner la prostitution, les relations sexuelles occasionnelles, le refus d'utiliser le préservatif. Le préservatif est un excellent moyen de prévention concernant le mode de contamination le plus fréquent, qui est le mode de transmission sexuelle. Le silence vis-à-vis des partenaires ayant une IST, qui ne veulent pas le dire. Et des fois, le manque de confiance dans les structures de santé publique et le recours à d'autres moyens. Au niveau des pratiques maintenant,
Au niveau des pratiques, c'est lorsqu'un sujet a des partenaires multiples, lorsqu'il y a en même temps une IST autre que le sida, surtout si elle est ignorée ou non traitée, la violence sexuelle qui va entraîner des microtraumatismes génitaux, le manque d'utilisation de préservatifs dans les relations sexuelles occasionnelles, j'insiste, le non-respect des principes religieux, moraux, le non-respect de la fidélité, autant de facteurs au niveau des pratiques qui vont constituer des facteurs favorisants. Et enfin, les déterminants sociaux macroéconomiques, c'est essentiellement au niveau des pays pauvres, où il y a un emploi précaire, l'analphabétisme, l'illettrisme, l'immigration et l'exode rural, la prostitution et l'utilisation des drogues. Concernant le traitement, pour le moment, aucun traitement efficace, définitif, n'a permis d'éradiquer complètement cette maladie. Il ne fait qu'allonger la survie et il s'agit essentiellement de médicaments qu'on appelle les antiviraux, antirétroviraux disponibles actuellement sur le marché. Et donc ce sont des thérapeutiques, ma foi, très coûteuses, qui fait que beaucoup de pays en voie de développement, qui ont déjà des infrastructures sanitaires et des ressources humaines insuffisantes, n'auront pas le budget nécessaire et suffisant pour faire face à cette maladie. Donc, en définitive, la prévention, et encore une fois, la prévention, et plus particulièrement en ce qui concerne le mode de transmission sexuelle, reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie.